siècle ont instauré une dérégulation massive d'un marché cognitif que l'on peut également appeler le marché des idées. Celle-ci se laisse appréhender d'une part par la masse cyclopéenne et inédite dans l'histoire de l'humanité des informations disponibles, et d'autre part par le fait que chacun peut verser sa propre représentation du monde dans cet océan. Cette situation a affaibli le rôle des gatekeepers traditionnels, journalistes, experts académiques, toute personne considérée comme légitime socialement à participer au débat public, qui exerçait une fonction de régulation sur ce marché. Ce fait sociologique majeur a toutes sortes de conséquences, mais la plus évidente est que l'on assiste à une concurrence généralisée de tous les modèles intellectuels, des plus frustes aux plus sophistiqués, qui prétendent décrire le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui détient un compte sur un réseau social peut directement apporter la contradiction, sur la question des vaccins par exemple, à un professeur de l'Académie nationale de médecine. Le premier peut même se targuer d'une audience plus nombreuse que le second. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que croyances et pensées méthodiques entrent en concurrence, même si, souvent, la première a pu, à proprement parler, interdire à la seconde de s'exprimer. Dans certaines sociétés, le coût pour les contrevenants qui désiraient défendre la science naissante et la pensée méthodique pouvait être la mort. La croyance peut donc interdire à la connaissance de faire valoir ses arguments par la menace du bûcher, par exemple. Pourtant, elle cherche le plus souvent des aménagements pour éviter la confrontation directe des arguments qui lui seraient défavorables. Ainsi, au temps de la scolastique, lorsqu'on s'interrogeait sur les liens entre Dieu et la nature, les penseurs de l'époque se trouvaient tiraillés entre la foi et la raison. C'est dans un XIIIe siècle traversé de crises universitaires que l'on invente cette double vérité que l'historien Alain de Libera nomme la schizophrénie médiévale, qui veut que le même individu puisse croire une chose comme philosophe et une autre comme chrétien. C'est l'un des expédients que l'histoire des hommes a inventé pour éviter la confrontation. Mais cela n'a duré qu'un temps, et les progrès de la connaissance sont souvent entrés en concurrence directe avec la littéralité des textes religieux ou toute autre proposition relevant du surnaturel, de la magie et des pseudosciences. Pour n'en prendre qu'un exemple, la vision que propose la Bible, Genèse chapitre 1, versets 20 à 30 et chapitre 2, verset 7, lorsqu'elle affirme que les animaux et l'homme ont été créés par Dieu et chaque espèce séparément des autres, a perdu beaucoup de son prestige. Lorsqu'elle prétend encore que notre terre a été créée en 6 jours, Genèse chapitre 1, versets 1 à 31, et qu'elle serait vieille de 6000 ans, elle ne s'en tire pas mieux face à la découverte des fossiles, leur datation et en général les progrès de la connaissance, notamment au XIXe siècle. Tout cela a rendu très incommode la vision biblique du monde qui avait prévalu pendant des centaines d'années. Et l'on peut dire que les modèles intellectuels proposés par la science sont entrés en concurrence hostile avec ceux proposés par la religion concernant certaines conceptions du monde. Face à ce type de contradiction, le croyant a plusieurs options. Soit abandonner sa croyance et admettre que le livre sur lequel il fonde sa foi est constitué de fables, soit considérer que c'est la théorie de Darwin qui est fausse. Et cette seconde option est une solution plus courante que la première. Il est rare, en effet, qu'un croyant renonce à sa croyance sur la seule base d'une contradiction, aussi factuelle soit-elle. Il cherchera plutôt à discréditer ce qu'il apporte, à disséquer à l'infini les méthodes qui ont abouti à ces conclusions qui le gênent, à débusquer les fautes dans les raisonnements qui y ont présidé. En bref, il ne se laissera pas faire et se battra jusqu'au bout pour préserver ce système de représentation qui l'aliène sans qu'il s'en rende compte. C'est cette stratégie qui prévaut encore en Turquie, par exemple, où en 2017, le Conseil de l'enseignement supérieur a décidé de retirer des manuels de biologie la théorie de Darwin, la jugeant contraire aux valeurs du pays. Désormais, seuls les plus de 18 ans sont autorisés à être initiés à ce qui constitue l'approche scientifique de l'énigme du vivant. La théorie de l'évolution est donc classée X, comme en Arabie saoudite. Aux États-Unis, la théorie de l'évolution n'est pas bannie des bancs de l'école, mais elle rencontre peu d'audience.
On peut certes se réjouir du fait que l'Institut Gallup a souligné en 2019. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.